Quand on pense à investir en Suisse, le premier indice qui nous vient en tête, c'est le SMI. C'est le plus grand ETF disponible en Suisse, le plus connu, le plus liquide. Est-ce que c'est vraiment un bon investissement? Est-ce qu'il représente vraiment tout le marché suisse? Est-ce qu'il est adapté à votre profil? Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va analyser le SMI. C'est d'ailleurs une nouvelle petite série que je lance sur la chaîne, où dans chaque vidéo de cette série, on va analyser un ETF, un indice. N'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain que vous voulez que je fasse. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description, ça t'emmène sur cette page. Ici, tu as les liens de tous mes réseaux, n'hésite pas à nous rejoindre, notamment mon canal Telegram, où j'y partage tous les jours des analyses, des contenus exclusifs, mais aussi mon serveur Discord, où dedans, on va parler bourse, crypto, trading. Vous pouvez tous venir discuter. Sur ce, bonne vidéo. On va commencer directement par le premier indice de cette mini-série qui va parler du SMI, donc le Swiss Market Index. C'est le plus grand ETF en Suisse. Je le rappelle encore une fois, aucun conseil financier dans cette vidéo. Je vous donne simplement mon analyse, mon avis. Et après, faites toujours vos propres recherches. Donc la première question, c'est est-ce que le SMI, ça va vraiment être le meilleur ETF suisse pour tout le monde? Quand on achète le SMI, on pense acheter toute la Suisse, mais en réalité, c'est un indice qui est très concentré et avec très peu de positions, puisqu'on achète 20 multinationales en particulier. Il n'y a que 20 positions dans l'ETF. Donc je voulais commencer directement la vidéo là-dessus, parce que ça me semble important. Vous achetez plutôt les multinationales suisses que le marché suisse, l'économie suisse. Par contre, si c'est ça qui vous intéresse, il y a d'autres ETF disponibles, on va le voir aussi rapidement dans cette vidéo. On commence directement par la petite carte d'identité du SMI. Donc c'est bien sûr, comme je vous l'ai dit, un indice suisse avec que des entreprises suisses. La devise, et c'est important, c'est le franc suisse. Ça c'est intéressant pour certains profils puisque c'est la devise fiat la plus forte du monde. La Suisse est aussi un pays très stable, avec déjà peu d'inflation, peu de problèmes au niveau de la politique ou ce genre de choses comme il pourrait y avoir en Europe, en France par exemple. Donc c'est quand même un pays qui a toujours été réputé très tranquille, très stable, très sûr. Au niveau du nombre de sociétés, comme je l'ai dit, donc il y en a 20 et ça va être que des entreprises qui sont des large cap, donc on est sur les grosses capitalisations. Il existe depuis les années 80 et la méthode dans l'ETF, que ce soit le distribuant ou les accumulants, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de distribuants, et on va aussi expliquer pourquoi, c'est par capitalisation, donc ça c'est à peu près classique comme le S&P 500, c'est plus les entreprises sont grosses, plus elles pèsent lourd dans l'indice. Et on estime à peu près qu'avec le SMI, on couvre à peu près 75% de l'économie suisse, donc de la capitalisation suisse. D'abord, quelques ETF à regarder. Donc, je vous en ai mis 3. Il y en a un qui est très connu, c'est le iShare SMI. À savoir que au niveau des SMI, on a quand même des frais assez élevés. Globalement, 0,35 maximum, je dirais, sur le iShare. Mais si vous prenez des ETF qui sont du coup de la plus grande banque suisse, donc UBS, vous allez avoir, que ce soit du distribuant ou de l'accumulant plus récemment, des frais à 0,20%. Donc c'est plus haut qu'un S&P 500, un ETF Monde, quoique les ETF Monde on a pas mal à 0,2, mais c'est quelque chose quand même qui est à prendre en compte. Quand je parle de distribuant ou accumulant, je parle de est-ce que l'ETF va distribuer dans l'année les dividendes ou est-ce qu'il va les accumuler, donc les réinvestir, donc vous aurez une meilleure performance au niveau de la courbe, mais vous n'aurez pas ce rendement qui va être distribué. Maintenant, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dans le SMI, il y a beaucoup de versions qui sont distribuantes, et on va le voir pourquoi. Une particularité qui est assez suisse, c'est que le dividende, il est central, et moi de toute façon je suis suisse, donc je le vois, on est un pays qui est très axé déjà sur l'immobilier, sur le défensif. C'est quelque chose qui est important dans notre pays, le patrimoine il est important, il faut qu'il soit protégé avant tout. Et donc on a beaucoup d'ETF qui sont distribuants parce que historiquement, beaucoup d'investisseurs suisses ils cherchaient des revenus réguliers, une sorte de rente, mais qui ne soit pas due à l'immobilier, qui soit due au marché financier. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de clientèle patrimoniale pour qui recevoir un dividende en cash, c'est plutôt intuitif, plutôt un peu plus prudent. Il faut savoir aussi que les entreprises d'ordre général en Suisse sont des entreprises beaucoup plus matures. Alors certaines sont des grosses entreprises, Nestlé, Roche, Novartis, on va passer un peu après dans le détail des positions, mais c'est quand même des entreprises qui sont grosses, qui sont matures, qui ont peu de croissance et donc qui reversent beaucoup de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Mais il y a tout de même de la nouvelle génération, notamment UBS qui a sorti un ETF SMI accumulant, ce qui est mieux finalement pour la capitalisation à long terme, qui n'est pas adapté au même type d'investisseurs, parce que c'est plus actuel, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent aujourd'hui aux ETF accumulants et donc ils répondent quand même à ces top. Mais c'est pour ça qu'il faut savoir que historiquement, les ETF suisses sont plutôt distribuants. Maintenant, on passe un peu plus en détail dans les 20 positions qu'il y a dans le SMI. Donc vous avez la composition précise des 20 positions
ici ce que nous montre la capture d'écran. Donc c'est déjà que Roche, Novartis et Nestlé dominent déjà ici. Vous avez la capitalisation, donc on voit 315 milliards, 263 milliards, 251 milliards. Donc on voit que c'est les plus grosses positions et on va le voir après, c'est que c'est très concentré. Ensuite on a derrière ABB, UBS, Richemont, Zurich, forment un petit peu un deuxième cercle de grosse capitalisation. Et ensuite on a tout plein de petites lignes qui existent, qui influencent quand même beaucoup moins l'indice, mais qui sont quand même présents. Déjà de base, 20 positions pour un indice, c'est quand même concentré, surtout quand on a le top 3 qui pèse assez lourd, on va le voir directement. C'est un point qui pourrait déranger plusieurs investisseurs, c'est que les 3 plus grandes positions pèsent quasiment pour 50% de l'indice. On voit que Nestlé, Roche et Novartis pèsent à peu près 48% de l'indice, et le reste 50% de l'indice, 52% de l'indice, donc on est à peu près sur du 50-50. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si Roche, Nestlé ou Novartis déçoivent, baissent, l'indice est du coup assez fortement impacté. Ça, je peux comprendre que ça dérange certains investisseurs. Maintenant, c'est quand même des boîtes multinationales qui génèrent des bénéfices, qui reversent pas mal sous forme de dividendes. Donc c'est aussi intéressant pour d'autres types d'investisseurs. Certains viennent chercher plutôt cette concentration défensive. Maintenant, au niveau de la répartition sectorielle. Et là, il y a une idée qui est souvent assez reçue. Moi, je le vois de toute façon, je suis suisse. C'est la Suisse, c'est les banques. Et c'est quand même vrai, parce qu'on voit que quasiment 20% de l'indice, c'est tout ce qui va être les financières. Mais c'est faux. Dans le cadre du SMI, en tout cas, c'est la santé qui domine très largement, puisque on a Roche, on a Novartis, et à eux deux, ils pèsent quasiment 38% de l'indice. Maintenant aussi, le SMI est très défensif, on le voit, parce que la santé, on a un petit peu de finance, on a très peu de tech, vous le voyez en bas, moins d'1%. On a de la consommation défensive, de l'industrie, des matériaux, donc c'est quand même des secteurs plutôt défensifs. Et une particularité, je l'ai noté, c'est qu'on a très peu de technologie et on a très peu d'entreprises de croissance. Maintenant au niveau des performances historiques, et c'est là qu'on voit que c'est assez intéressant, il y a beaucoup de sources que vous pourrez trouver en ligne qui vont vous donner la performance sans compter les dividendes réinvestis. Sauf que justement, l'ETF suisse a entre historiquement 1,5 et 2%, ça dépend à quel prix vous l'achetez, de rendement du dividende. Et donc c'est quand même une performance qui n'est pas négligeable. Et donc il faut le prendre en compte. Donc les performances ici que vous allez voir, c'est des performances qui prennent en compte le dividende. Donc ici vous avez les performances des 10 dernières années que j'ai mis sous forme de graphique, donc de l'ETF iShare SMI, à savoir que la performance est en CHF et dividende réinvesti. Donc on voit que sur les 10 dernières années, on a 7 années dans le vert, 3 années dans le rouge. On a quand même des années où on fait des très belles performances, à savoir qu'encore une fois, c'est en CHF, c'est la monnaie la plus forte du monde. Vous avez une certaine sécurité derrière avec cette monnaie. Sur le long terme, ça c'est les 10 dernières années, mais sur le long terme, on peut dire que en moyenne, on fait entre 7 et 8% nominal. Sur les 10 dernières années, on est plus autour de 8%, mais sur le long terme, on est plus aux alentours de 7-8. Donc nominal, c'est sans prendre en compte l'inflation, mais en CHF. Et en réel, vu qu'on a une inflation qui est très faible en Suisse, d'autour de 1,5 à 2%, on fait du 5-6% réel. Donc on voit que malgré qu'on a peu d'entreprises de croissance, on a des entreprises qui sont rentables, qui génèrent des bénéfices, qui reversent beaucoup en dividendes et qui croient quand même lentement sur le long terme. Et du coup, on fait quand même une performance réelle qui est plutôt bonne. Maintenant, je vais vous présenter les quelques alternatives, puisque comme je l'ai dit, le SMI, on est sur 20 actions, on est vraiment sur les grandes multinationales et un ETF très concentré. À savoir qu'il y a 3 ETF qui sont intéressants en Suisse. Pourquoi pas faire l'objet d'une autre vidéo de cette série. On a donc le SMI, comme je l'ai dit, 20 actions très concentrées. On a le SLI, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi les large caps. On est sur 30 actions, donc vous avez 10 actions de plus, mais qui restent globalement des large caps. Et on a toujours les leaders du marché suisse, mais c'est un peu plus équilibré. Typiquement, dans le SMI, le top 3 pèse 48%, et dans le SLI, le top 3 pèse seulement 27%. Donc vous avez un peu moins de part dans l'ETF des tout gros, donc de Roche, Novartis, Nestlé, mais vous avez quelques entreprises en plus, donc il est un petit peu plus équilibré, il est aussi intéressant. Et vous avez le SPI, donc ici on a à peu près 200 actions, et ici il est donc forcément plus risqué parce que vous avez des larges, des mid et des small caps suisses, mais vous n'êtes plus dans l'économie suisse. Si certains chercheraient plutôt à acheter le marché suisse dans son ensemble, mais qui ne voudraient pas forcément être trop concentrés ou trop que sur les small caps, à savoir que vous avez cet ETF. Maintenant, les avantages et les inconvénients. Donc moi je pense que c'est un bon outil d'investissement, mais qu'il n'est pas du tout adapté à tous les profils. Déjà les points forts, c'est que déjà quand même c'est un fait, on a des entreprises de qualité mondiale en Suisse, on a des multinationales, des leaders dans leur secteur, des entreprises qui sont rentables, malgré qu'il y a peu de croissance, des entreprises qui sont rentables. On a des dividendes qui sont attractifs, et quand je vous parle de dividendes, je vais vous le montrer rapidement pour qu'on se rende compte. On va prendre quelques entreprises de cet indice, notamment Nestlé. On voit très peu de croissance, on fait le même chiffre d'affaires, 89 milliards, donc c'est quand même gros en 2025, mais on faisait le même en 2002. Donc il n'y a clairement pas de croissance. Est-ce que pour autant c'est des entreprises qui sont mal gérées? Non, c'est pas la valorisation que je voulais vous montrer, c'est le rendement du dividende. Au prix actuel, on a 4% de rendement sur Nestlé. Je vais vous en faire 2-3 pour qu'on se rende compte quand même
que c'est très important le dividende chez les entreprises suisses. On a 3% de rendement chez Roche par exemple, chez Novartis, comme ça on fait le top 3, 3,2% de rendement. Et si on en prend une autre, par exemple une assurance, les assurances qui sont quand même assez réputées et assez mis en avant dans l'indice suisse, la Zurich, on a 5,4% de dividende au taux actuel. Donc c'est pour vous montrer un exemple, mais c'est très représentatif. C'est très important le dividende en Suisse. Le troisième point fort, c'est qu'on a une volatilité qui est généralement, je l'ai noté généralement, mais quasiment tout le temps plus faible. Quand vous aurez des périodes de crack, typiquement, on a eu quoi sur les 10 dernières années? On a eu le Covid, on a eu le retour de l'inflation en 2022, et on a eu par exemple les tarifs douaniers de Trump en avril 2025. Et ben si vous prenez la charte du SMI, on va passer un petit tour après sur le point technique, on va voir que c'est le SMI typiquement baisser un petit peu moins. Quand le S&P 500 va prendre moins 25, le Nasdaq va prendre moins 28, le SMI va prendre moins 20, moins 21. Voilà, donc on a une volatilité qui est plus faible. Et on a un point fort quand même pour moi, c'est une exposition au franc suisse. Et c'est un indice, malgré qu'on est un pays très petit, on a moins de 10 millions d'habitants en Suisse, eh ben, on a un indice qui est quand même très liquide et qui est quand même assez connu. Voilà, c'est pas investir dans un petit pays qui aurait 10 millions d'habitants à un autre endroit, parce que la Suisse est quand même très développée et du coup, les indices sont très liquides, donc pas de problème avec ça. Maintenant, les limites, c'est qu'au niveau du SMI, on a seulement 20 sociétés, donc c'est pas très représentatif de l'économie suisse. On a un top 3 qui est très lourd, on a peu de secteurs de croissance, à la hype. Aujourd'hui, la hype, ça va être quoi? Ça va être le spatial, ça va être les semi-conducteurs, ça va être la robotique avec les batteries, la robotique humanoïde. On a tout ça qui vont être les secteurs hype. Donc, c'est une limite. J'ai pas noté forcément que c'est un point négatif, parce que certains, c'est peut-être ce qu'ils viennent vraiment chercher. Éviter un petit peu les secteurs hype pour rester plus protégé, donc forcément moins de risques, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Forcément moins de croissance, plus mature, et quand même, comme on l'a vu, il y a beaucoup d'ETF qui sont distribuants, donc c'est peut-être moins adapté à la capitalisation de règle générale. Maintenant, aujourd'hui, c'est possible d'avoir des ETF avec 0,2% de frais qui sont capitalisants, donc sur le long terme, quelqu'un qui serait intéressé, c'est quand même plus accessible aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans par exemple. Pour quel public le SMI, ça c'est que mon avis, mais pour quel public je verrais le SMI en tant que ETF intéressant? On a notamment en premier les investisseurs proches de la retraite ou les investisseurs qui ont un certain âge. Pourquoi? Parce que quand on a un certain âge, on a plus de responsabilités, on a aussi un portefeuille qui est plus gros, on va pas chercher autant peut-être de risques, de rendement que quelqu'un qui serait plus jeune, par exemple, comme moi qui aurait 20 ans. Donc forcément, plus on avance dans la vie, on va rechercher plus de stabilité, peut-être des dividendes, des entreprises plus matures, qui ont un petit peu survécu à tout, et donc pour ce genre de profil-là, ça pourrait être intéressant. Aussi pour les investisseurs plus prudents, on pourrait être très jeune, mais vouloir conserver une partie de son patrimoine en francs suisses dans des entreprises plus défensives, ça pourrait avoir un rôle clairement dans un portefeuille, et donc pour ce genre de personnes, je pense aussi que ça peut être intéressant. Et pour le troisième, je l'ai noté, aujourd'hui je vois beaucoup de gens qui ont des portefeuilles, que ce soit en stock picking ou en ETF, qui sont orientés que US, du coup IA, tech, croissance. C'est intéressant parce que ça marche, les dernières années ça marche, mais le jour où ça marchera plus, avoir une poche SMI défensive pour diversifier, ça peut être aussi intéressant, même chez des profils jeunes, juste des gens, ils remarquent qu'ils sont trop exposés à l'US, à la tech, à la croissance, ils veulent un peu plus de défensif, le SMI pourrait être intéressant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, je vais terminer la vidéo par vous donner mon avis. Donc, je suis quand même content de cet ETF. En tant que Suisse, c'est sympa qu'on ait des possibilités comme ça, même pour un petit pays, de pouvoir avoir nos indices nationaux. Donc je pense que c'est un excellent ETF défensif. Franchement, je le pense vraiment. Et que si on est dans le profil cible, c'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant, pas du tout, moi, adapté à mon profil. Comme j'ai dit, j'ai 21 ans, moi j'ai un horizon à plusieurs décennies, donc les cracks peuvent être complètement encaissés, effacés par le facteur temps, en fait, qui limite le risque. Et donc forcément, je recherche davantage de croissance. Mais je tiens à le dire, c'est pas du tout un ETF qui est mauvais, simplement il correspond pas à mon profil. Et pour finir la vidéo, je passe un petit point technique sur le graphique. Donc on voit que sur le long terme, c'est un ETF qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui n'a pas des phases trop d'excès bullesques. On l'a eu un petit peu dans les années 2000, mais qui est un ETF qui est plutôt stable et aussi sur le long terme. Maintenant, on voit que pendant le crash des tarifs, on est venu récupérer le plus bas annuel de 2024. Donc pour moi, ça c'est un creux qui est protégé sur le long terme. Qu'on a fait ici un breaker block, une clôture sous l'ancien plus haut. Donc techniquement, ici on pourrait dire que le plus bas a été trouvé, sauf une grosse
récession mondiale ou des choses comme ça, je pense pas qu'on devrait y revenir. On voit aussi qu'en début d'année, là, on est venu sweep le plus bas du trimestre précédent. Donc moi, j'ai deux possibilités. La première, c'est si on a des tensions qui arrivent, le pétrole, remonter des taux dans les prochains mois, qui ne serait pas trop dramatique, mais qui serait quand même négatif. On a la zone des 0,618 du dernier mouvement ici, qui n'a pas été touchée. Donc, je pense que la zone à partir des 11 990 points pourrait être intéressant ici, quelque chose comme ça, pour toujours faire de nouveaux sommets par la suite. Ça pourrait être une zone intéressante. Mais je pense que hormis un scénario négatif, on n'y reviendra pas et que le creux ici est protégé. Donc on pourrait déjà tenir, soit se faire value gap ici en weekly, on voit que la clôture est assez clean, soit on en a un petit ouvert là. Mais l'idée, ça serait soit de repartir d'ici, remettre la pression sur les sommets, soit de descendre un peu et remettre la pression sur les sommets. On devrait aller faire de nouveaux sommets prochainement. Sinon, on a la zone des 0,618. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le premier épisode de cette mini-série. Je pense que j'ai relevé toutes les informations quand même primordiales, à savoir un petit peu si on recherche des informations sur cet ETF. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire aussi quel autre ETF vous aurez envie qu'on analyse ensemble pour un prochain épisode de cette série. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.